Bonjour mes amis, et bienvenue à nouveau sur Earthly Delights. Avant de jeter cette eau de riz trouble dans l'évier, marquez une pause et posez-vous une question simple. Qu'êtes-vous réellement en train de jeter? Si vous aimez les plantes d'intérieur sur une étagère ensoleillée, les herbes près de la fenêtre de la cuisine, les légumes dans le jardin, ou si vous êtes simplement quelqu'un qui essaie de cultiver un sol plus sain sans gaspiller ce que vous avez déjà à la maison, ceci est pour vous. Dernièrement, l'eau de riz est partout. TikTok l'adore. Instagram ne jure que par elle. Les jardiniers du monde entier l'appellent un stimulant naturel, capable de réveiller les plantes fatiguées, de renforcer les racines et de faire prospérer un jardin pour un coût presque nul. Et je comprends pourquoi cette idée est si séduisante. La plupart d'entre nous recherchent des méthodes simples, abordables, pratiques, et un peu plus en phase avec la nature. Mais voici la question qui compte vraiment. L'eau de riz est-elle vraiment un outil utile? Ou n'est-ce qu'un autre raccourci de jardinage viral qui semble meilleur en ligne qu'il ne fonctionne dans le sol réel? Depuis des générations, les cultivateurs des cultures agricoles traditionnelles utilisent ces humbles restes de cuisine, alors que la science moderne des plantes commence seulement à nous aider à comprendre ce qu'elle fait réellement, ce qu'elle ne fait pas, et là où les choses peuvent mal tourner. Dans cette vidéo, nous allons examiner la véritable histoire derrière l'eau de riz, la science utile, les erreurs courantes, les risques cachés et la leçon plus profonde qu'elle nous enseigne sur la façon dont les plantes poussent vraiment. Alors, avant de la jeter, restez avec moi. Et si vous appréciez la sagesse honnête et pratique du jardinage pour les vrais amoureux des plantes, abonnez-vous à Earthly Delights et creusons plus profondément ensemble. Première partie, l'anatomie d'une tendance virale. Pour comprendre pourquoi ce simple reste de cuisine a captivé autant l'attention, nous devons commencer par le grain lui-même. Un grain de riz n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il est construit en couches, la balle, le son, le germe et l'endosperme. Et chaque couche contient des composés qui peuvent passer dans l'eau lorsque le grain est lavé ou chauffé. Ce liquide trouble se forme parce que quelque chose de réel se passe au niveau chimique. À mesure que les grains sont remués et frottés dans l'huile, une partie de leurs nutriments hydrosolubles commence à quitter la graine pour aller dans le bol. Ainsi, ce qu'il vous reste n'est pas seulement de l'air de rinçage trouble provenant de la cuisine. C'est une suspension légère transportant des amidons, des oligo-éléments et des composés dissous qui appartenaient autrefois à l'intérieur d'une graine vivante. En d'autres termes, vous extrayez une partie du potentiel stocké de ce grain sous une forme avec laquelle le sol peut interagir. Et c'est là que cette tendance devient bien plus intéressante qu'elle n'y paraît au premier abord. Car la vraie question n'est pas simplement de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau de riz, mais ce qui se passe lorsque ce liquide rencontre le monde vivant à l'intérieur d'un pot, d'un lit de jardin ou d'une parcelle de terre exploitée. Prise 2. L'illusion de l'amidon et l'univers invisible. C'est ici que la plupart des conseils de jardinage viraux commencent à perdre le fil. Beaucoup de gens entendent que l'eau de riz est riche en amidon, et ils imaginent immédiatement la plante boire cet amidon comme un repas rapide. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les plantes. Les plantes n'attendent pas que nous les nourrissions avec de l'énergie prête à l'emploi. Elles fabriquent leur propre sucre par photosynthèse en utilisant la lumière, l'air et l'eau. Leurs racines ne sont pas conçues pour absorber directement de grosses molécules d'amidon et ce malentendu est à l'origine de beaucoup de confusion. Donc, si la plante n'utilise pas l'amidon comme nourriture, qui le fait? La réponse se trouve dans le monde caché sous la surface du sol. Cet amidon devient de la nourriture pour les microbes. Il agit plus comme un prébiotique que comme un engrais direct,
nourrissant les bactéries et les champignons bénéfiques, qui aident à créer un environnement racinaire plus sain. Et lorsque l'eau de riz est fermentée, cet effet peut devenir encore plus puissant. Car désormais, vous ajoutez non seulement de la matière organique, mais vous introduisez peut-être aussi des populations de microbes utiles, telles que des bactéries lactiques et des espèces de bacillus. Ces organismes se mettent au travail là où nous ne pouvons pas les voir. Ils aident à décomposer les composés plus complexes en forme plus simple, améliorent la texture et la vie du sol, et rendent certains nutriments bloqués plus accessibles aux racines. Certaines activités microbiennes peuvent même favoriser la présence de champignons bénéfiques qui aident à défendre les plantes contre la pression des ravageurs. C'est la vérité cachée que beaucoup de gens ignorent. L'eau de riz sert souvent moins à nourrir directement la plante qu'à soutenir la main-d'œuvre invisible, qui rend une croissance saine possible en premier lieu. Le cocktail nutritionnel. En même temps, l'histoire ne s'arrête pas aux microbes. L'eau de riz peut également offrir un léger coup de pouce nutritionnel par elle-même. À mesure que les nutriments s'échappent du grain, l'eau peut transporter de petites quantités des éléments majeurs dont les plantes dépendent le plus. L'azote, pour la croissance des feuilles, le phosphore pour les racines et le transfert d'énergie, et le potassium pour l'équilibre hydrique, la force cellulaire et la résilience globale. Ce n'est en aucun cas un engrais puissant, mais cela peut tout de même apporter quelque chose d'utile lorsqu'on l'utilise correctement. Au-delà de ces nutriments majeurs, l'eau de riz peut également contenir des traces de minéraux, tels que le fer et le magnésium, ainsi que de petites quantités de vitamine B. Le magnésium est important car il se trouve au centre de la molécule de chlorophylle, ce qui signifie qu'il joue un rôle direct dans la façon dont les plantes captent de la lumière et génèrent de l'énergie. C'est l'une des raisons pour lesquelles même un apport naturel léger peut être précieux dans un système de sol vivant. Il ne s'agit pas de submerger la plante par la force. Il s'agit d'offrir une source de soutien douce et à faible risque. Et c'est, d'après mon expérience, la raison pour laquelle tant de cultivateurs y sont attirés. L'eau de riz n'est pas un remède miracle et ne remplace pas une gestion saine du sol. Mais dans le bon contexte, elle peut agir comme un complément doux à libération lente. Un ajout modeste mais utile qui travaille avec le rythme de la plante, plutôt que de la pousser trop fort. Et une fois que vous avez compris cela, la prochaine étape consiste à apprendre que toutes les olégodes de riz ne sont pas les mêmes. Quatrième partie, les 3 préparations, du basique à la magie. Et une fois que vous avez compris cela, l'étape suivante consiste à réaliser que chaque bocal de riz ne se comporte pas de la même manière. En jardinage pratique, j'aime les considérer comme 3 préparations très différentes, chacune avec son propre caractère, ses propres forces et ses propres risques. La première est l'eau de riz fraîchement lavée, la forme la plus simple de toutes, obtenue en rinçant du riz cru. Elle est généralement douce et assez proche de la neutralité lorsqu'elle est fraîche, mais elle ne reste pas stable longtemps. Laissez-la reposer trop longtemps, à température ambiante, et elle commence à se dégrader rapidement, ce qui signifie que le moment choisi est crucial si vous prévoyez de bien l'utiliser. Le deuxième type est l'eau de riz bouillie, et c'est là que de nombreux jardiniers s'attirent des ennuis sans s'en rendre compte. La chaleur extrait davantage de minéraux et de composés internes du grain. Ainsi, sur le papier, cela semble plus riche et meilleur. Mais l'ébullition modifie également l'amidon, le rendant épais, collant et bien plus lourd que ce que de nombreux sols peuvent supporter. Si ce liquide dense est versé sans une dilution sérieuse, il peut sécher en formant une croûte à la surface et réduire la circulation de l'air dont les racines ont désespérément besoin. En d'autres termes,
Ce qui semble nourrissant peut finir par créer une barrière au lieu d'un bénéfice. Nous en venons ensuite à l'eau de riz fermentée, qui est pour de nombreux cultivateurs la version la plus efficace lorsqu'elle est manipulée avec précaution. Une fois que vous laissez le liquide reposer pendant plusieurs jours, la vie microbienne commence à le transformer. La fermentation peut rendre les nutriments plus disponibles, modifier la chimie du liquide et abaisser le pH suffisamment pour convenir aux plantes qui apprécient une légère acidité. Elle cesse d'être simplement un reste et commence à devenir un intrant vivant. Et une fois que la fermentation entre en scène, les cultivateurs traditionnels ont quelques moyens astucieux de la rendre encore meilleure. 5e partie, secrets anciens et super booster vietnamien. Si vous voulez vraiment comprendre comment l'eau de riz a été utilisée judicieusement, il est utile d'examiner les traditions qui ne l'ont jamais considérée comme une mode passagère en premier lieu. Dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam, le seau de riz est respecté depuis longtemps comme une ressource pratique et durable. Mais les cultivateurs expérimentés là-bas ne l'utilisent souvent pas pure. Ils s'appuient dessus. Ils la renforcent. Ils la transforment dans quelque chose de plus actif et de plus équilibré grâce à de simples ajouts qui fonctionnent à merveille avec le processus de fermentation. L'un des ajouts les plus utiles est un peu de sucre brun ou de mélasse. Cette petite touche donne aux microbes bénéfiques une source d'énergie rapide, aidant la fermentation à se dérouler plus vite et plus efficacement. À mesure que l'activité microbienne se développe, le mélange devient plus dynamique et la valeur globale de la préparation peut s'améliorer. Vient ensuite une autre étape intelligente, l'ajout d'écorces d'agrumes. Les écorces d'orange, de citron ou de pamplemousse font plus que rafraîchir l'odeur. Elles apportent des composés comme le limonène, qui peut aider à décourager certains parasites et rendre le ferment plus agréable à manipuler dans le cadre d'un jardin domestique. Ce que j'apprécie le plus dans cette méthode, c'est la retenue qui la sous-tend. Les bons cultivateurs n'en versent pas sur tout, et ils ne l'utilisent pas à pleine puissance. Ils la diluent généreusement, souvent environ 1 part de ferment pour 20 parts d'œufs, et ils l'appliquent avec parcimonie, peut-être tous les 10 à 15 jours, plutôt que constamment. Cet équilibre est la véritable leçon. Ce n'est pas seulement de la chimie, c'est une tradition guidée par l'observation. Et lorsqu'ils sont utilisés avec ce genre de discipline, certains végétaux réagissent particulièrement bien. Le feu vert. Qui reçoit l'élixir? Alors, quelles plantes sont les plus susceptibles de vous remercier pour ce type de nutrition? D'après mon expérience, les meilleurs candidats sont les plantes à croissance vigoureuse, gourmandes en nutriments, et celles qui ont déjà la force de tirer profit d'un environnement de sol plus actif. Les légumes productifs, comme les tomates, les poivrons et les piments, réagissent souvent bien, car ils exigent énormément du sol sur une longue saison. Lorsque la vie microbienne autour de leurs racines s'améliore, ils sont mieux à même d'accéder à l'eau et aux nutriments exactement au moment où ils en ont le plus besoin. Les plantes fruitières peuvent également en bénéficier dans les bonnes conditions. Des essais sur des cultures comme le piment et le citron ont montré des résultats encourageants, notamment une croissance plus forte et un développement plus sain par rapport à certaines approches de nutrition standard. Cela ne signifie pas que les eaux de riz est un substitut miracle à tout le reste, mais cela suggère qu'elle peut soutenir une performance constante lorsqu'elle fait partie d'une routine plus large de structuration du sol. La biologie d'un sol sain et c'est, après tout, souvent ce qui permet à une plante de donner le meilleur d'elle-même. À l'intérieur, certaines plantes d'appartement résilientes peuvent également réagir de manière étonnamment positive. Les sansevieres peuvent développer une couleur plus profonde et des rejets plus vigoureux, tandis que le pothos peut montrer une extension plus active et une croissance d'apparence plus fournie lorsque la zone racinaire est saine
et que le sol n'est pas surchargé. La clé est toujours la même. Utilisez-la sur des plantes capables de supporter un environnement biologique plus riche et de bénéficier d'un apport vivant et doux. Car dans la partie suivante, nous devons parler de l'autre côté de l'histoire, les plantes auxquelles ce breuvage ne devrait jamais être donné. Et les erreurs qui peuvent transformer une idée utile en un problème sérieux. 7e partie, la zone de danger, erreur et toxicité. Mais c'est précisément ici que nous devons ralentir et respecter les limites de la méthode. La nature récompense l'équilibre. Et la même eau-de-riz qui aide une plante peut causer de réels ennuis à une autre lorsqu'elle est utilisée sans précaution. Un liquide organique riche en amidon laissé trop concentré, trop vieux ou trop fréquent, devient une invitation ouverte aux parasites, en particulier les cyarides, qui prospèrent dans des conditions humides et en décomposition. Ce qui a commencé comme un apport naturel au jardin peut rapidement devenir la raison pour laquelle vos pots deviennent acides, votre sol reste lourd et vos plantes commencent à décliner. Il y a aussi des plantes qui devraient en être tenues éloignées. Les succulentes et les cactus sont faits pour des conditions pauvres, sèches et bien drainées, pas pour une humidité organique riche stagnante autour de leurs racines. Donnez-leur de l'eau-de-riz, surtout en excès, et vous augmentez le risque de pourriture, de taches et de problèmes fongiques qui peuvent progresser plus vite que ne l'imaginent de nombreux cultivateurs. Les orchidées sont un autre mauvais candidat, car un revêtement amylacé autour des racines exposées peut réduire la circulation de l'air et créer le genre d'environnement où des infections graves s'installent. Et une règle ne devrait jamais être enfreinte. N'utilisez jamais d'eau provenant de riz cuit avec du sel, de l'assaisonnement ou du bouillon. Une fois que le sodium entre en jeu, les racines peuvent avoir du mal à absorber l'eau correctement, et une plante peut se comporter comme si elle était en période de sécheresse, même si le pot est mouillé. Il y a une autre préoccupation que les cultivateurs sérieux devraient garder à l'esprit, surtout s'ils nourrissent dans des cultures comestibles sur le long terme. Le riz est connu pour absorber l'arsenic inorganique plus facilement que beaucoup d'autres céréales, particulièrement lorsqu'il est cultivé dans des conditions inondées. Le riz complet a tendance à porter davantage cette charge dans ses couches externes que le riz blanc poli. Le lavage peut en éliminer une petite partie, mais pas suffisamment pour faire disparaître entièrement le problème. Pour la plupart des jardiniers amateurs, ce n'est pas une raison de paniquer, mais c'est une raison de rester réfléchi, surtout avec une utilisation répétée sur des plantes alimentaires. Choisissez votre riz avec soin. Utilisez cette méthode avec modération. Et rappelez-vous que même les apports naturels méritent la même prudence que celle que nous accordons aux apports synthétiques. 8e partie, leçon de vie tirée du sol. Et quand nous prenons du recul par rapport à tous les bocaux, tous les microbes et tous les débats sur le jardinage, je pense que la véritable leçon devient quelque chose de beaucoup plus profond. L'eau de riz importe non pas parce qu'elle agit comme une potion magique, mais parce qu'elle nous rappelle comment la croissance fonctionne réellement. Elle ne se précipite pas pour forcer la plante de l'extérieur. Au lieu de cela, elle soutient le système vivant sous la surface. Elle nourrit la communauté discrète et invisible du sol, les bactéries et les champignons qui font leur travail sans applaudissements, sans attention, sans jamais être la star visible du jardin. Cela, pour moi, c'est là que réside véritablement la beauté de cette pratique. En jardinage, nous sommes souvent tentés de courir après le résultat visible, les feuilles plus grandes, la croissance plus rapide, la récolte plus abondante, la floraison qui nous donne un sentiment de réussite. Mais sous chaque plante saine se trouve une fondation invisible qui a dû être construite d'abord. Un meilleur sol, une meilleure structure, de meilleures relations entre les racines et les microbes. Et honnêtement, nos vies ne sont pas si différentes.
Nous dépensons tant d'énergie à poursuivre ce qui se voit, tout en négligeant les systèmes cachés qui soutiennent tout le reste. Nos habitudes, notre patience, notre stabilité intérieure, les personnes et les routines qui, discrètement, nous maintiennent en vie et en croissance. C'est pourquoi je ne vois pas l'eau de riz comme un raccourci. Je la vois comme un rappel. La véritable croissance est généralement lente. Elle est relationnelle. Elle est stratifiée. Elle survient lorsque nous cessons d'essayer de forcer le sommet de la plante pour commencer à prendre soin de ce qui se passe sous la surface. Et quand nous apprenons à faire cela, dans le jardin ou dans la vie, les résultats deviennent plus forts, plus stables et bien plus significatifs. Alors, la prochaine fois que vous laverez votre riz, ne passez pas devant ce bol trouble sans réfléchir. Faites une pause un instant. Voyez-le pour ce qu'il pourrait être. Pas un déchet, mais une petite ressource avec un réel potentiel lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Ajoutez un peu de sucre roux si vous le souhaitez. Glissez-y un ruban d'écorce d'agrumes. Laissez le temps et les microbes faire leur travail silencieux. Ensuite, diluez-le bien et utilisez-le avec intention. C'est là toute la différence entre copier une tendance et comprendre réellement une pratique. Et c'est peut-être la question que je souhaite vous laisser aujourd'hui. Quelle chose utile vous glisse entre les mains simplement parce qu'elle semble trop ordinaire pour avoir de l'importance? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage au cœur de la vie cachée du sol vous a apporté un peu de curiosité, un peu de clarté ou une nouvelle façon de regarder vos plantes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à Earthly Delights et à la partager avec quelqu'un qui aime cultiver. À la prochaine, gardez les mains sales, gardez les yeux ouverts et ne cessez jamais de grandir.